Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, partons à la découverte d'un domaine viticole, le Château Baudard, situé dans la région du Frontonais. Nous sommes accueillis par David, 5e génération de viticulteur, qui nous partage sa passion du vin. Il nous présente les particularités de son domaine, de l'AOP Fronton, ainsi que sa recherche du meilleur assemblage pour se démarquer, ce qui lui a valu de remporter déjà plusieurs prix. Pendant cette interview, il nous explique comment il relève les défis agronomiques face aux aléas climatiques et aux maladies, avec une agriculture raisonnée et dans le respect de la certification HVE, haute valeur environnementale. L'occasion d'échanger avec lui sur les récentes polémiques à ce sujet et d'avoir son opinion sur la filière viticole. Et pour rester dans le thème, n'hésite pas à te servir un verre de vin en écoutant David. Belle écoute. Bonjour David. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ton domaine viticole, le Château Baudard. Alors, c'est un domaine familial de la famille Vigouroux depuis 5 générations. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé en 1882, quand mon arrière-arrière-grand-père, Jean Vigouroux, est venu d'un village voisin et il a acheté ici 7 hectares de terre au lieu dit La Femelle. D'ailleurs, ces terres-là sont toujours sur l'exploitation. Et il s'est installé, donc il avait de la vigne, il avait un petit peu de polyculture aussi, des vaches. Et petit à petit, le domaine a grandi. Mon grand-père a pris la suite, mon père, et maintenant c'est moi qui exploite depuis les années 2000. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le domaine. Finalement, ça remonte même avant, en 1750, il me semble. Alors en 1750, ils étaient viticulteurs aussi, mais sur une commune voisine. Je suis parti de l'origine de Baudard en 1882. Mais c'est même plus ancien. Voilà. Alors toi, David, tu as rejoint l'exploitation effectivement en 1995, exactement. C'est ça, oui. C'était une évidence pour toi ? Oui, alors moi j'ai travaillé à l'étranger dans des entreprises diverses. Je travaillais à Paris aussi avant de revenir sur l'exploitation. Et je savais que de toute façon je reviendrais à la terre. Tu avais une formation agricole ? Alors j'avais une formation commerciale puisque mes parents ont vraiment galéré dans les années 80 à vendre le vin. C'était une crise, une forte crise. Et ma mère m'avait orienté plutôt vers des études commerciales parce qu'ils avaient du mal à vendre le vin. Et j'ai fait une formation agricole après coup. Quand je suis revenu en 95, du coup, j'ai fait 2 ans ensuite en alternance à l'école d'agriculture de Ronde pour avoir un BPREA, donc un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc avant, tu as commencé Et avant, j'ai commencé, alors j'étais pas trop mal à l'école, donc j'ai fait une prépa HEC, et ensuite j'ai fait une des hautes études commerciales à l'école supérieure de commerce de Bordeaux, où j'ai appris la comptabilité, la finance, à vendre aussi, la vente, etc. Ah oui, donc voilà. Autre chose que le milieu agricole. Autre chose que le milieu agricole, oui. Et donc tu as travaillé dans quel type de structure ? Et ensuite, le service militaire était obligatoire. Comme je ne voulais pas faire le service militaire, j'ai fait un volontaire du service national en entreprise, qui était 2 ans à l'étranger, et je suis parti en Angleterre, où j'ai appris à parler anglais, et où d'ailleurs, en parallèle de mon service national dans une entreprise de déménagement international, le soir quand j'avais fini, je prenais ma petite voiture et j'allais voir les acheteurs anglais. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les années 95 à 2005, on vendait 70% de la production à l'export. D'accord, donc voilà. Tu faisais déjà ton démarchage. Je faisais déjà mon démarchage puisque mes parents avaient divorcé en 92, mon père s'était retrouvé tout seul et même à l'école où j'étais, à l'école supérieure de commerce, j'avais trouvé des restaurants à Bordeaux, des cavistes, voilà. Depuis donc l'âge de 20 ans, j'étais habitué à seconder mon père qui lui il n'a jamais mis la tête dans les papiers, quoi. Donc tu te voyais déjà reprendre l'exploitation ? Oui, tout à fait. Ouais. Et oui, il fallait que ma mère étant partie, c'est elle qui s'occupait du commerce avant 92. Mon père n'ayant pas la formation non plus et ni l'envie, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Et d'ailleurs, dans mes 10 premières années, c'est pour ça que je dis que je me suis installé en 2000, c'est que de 95 à 2000, j'étais vraiment au bureau, quoi. J'ai fait beaucoup de démarchage téléphonique, j'allais démarcher les magasins en direct, je faisais des dégustations dans les magasins. J'étais peu sur la propriété. Et qu'à partir de 2000, où c'est là où ça m'a un petit peu... enfin, c'est pas que ça m'a attiré un peu plus, mais j'avais envie de plus mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, de faire le vin, quoi.
Et j'ai plus laissé tomber le commerce, et du coup, de 2000 à 2010, on a perdu beaucoup d'acheteurs à l'étranger. Et maintenant, on vend pratiquement toute la production en France. Vous êtes revenu au niveau Je national. suis revenu au niveau national, ouais, par manque d'aller sur le terrain. Tu peux pas être partout. On peut pas être partout. On peut pas être partout, et je me voyais mal toute ma vie passer à l'étranger. On vendait beaucoup en Belgique, j'allais en Belgique, j'allais en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, au Canada, enfin on vendait partout quoi. On a vendu en Corée, à Taïwan, à Hong Kong, voilà. J'étais un globe-trotter, mais à un moment donné ça me plaisait plus quoi. Oui, le voyage, ça a ses limites. Ouais, ça a ses limites, quand on est jeune ça va, mais bon. Donc c'est toi qui travailles sur la constitution des vins? Alors oui, maintenant je suis caviste en chef, on va dire. Je suis 80% de mon travail, c'est la cave. Je passe quand même pas mal de temps aussi à la vigne, parce que depuis 2 ou 3 ans, il y a un truc qui se passe à Fronton, c'est que des riches propriétaires achètent des domaines et ils viennent piquer les employés des agriculteurs. Donc j'ai tous mes bons employés qui sont partis ailleurs. Et donc je suis obligé de former des nouvelles personnes. Donc je passe un petit peu de temps à la vigne, c'est pas trop là où je devrais être, mais enfin, je suis obligé d'y être, quoi. Voilà. Et j'ai la cave aussi à m'occuper, en plus la commercialisation. Donc je te reçois aujourd'hui, mais tu es pistonné entre guillemets parce que je ne reçois pas grand monde. Merci alors, encore plus. Alors, tu viens de citer effectivement qu'on était dans le Frontonais. Donc, pour expliquer, c'est une région viticole autour de la commune de Fronton, juste au nord de Toulouse. C'est quoi la spécificité de cette région au niveau du cépage, et quelle est l'origine de cette région viticole? Alors, Fronton, c'est une région qui est viticole depuis très très longtemps. Ça remonte aux Romains. Elle acquiert un cépage particulier au XIIe siècle, qui est la négrette. On avait le chef de la commanderie de l'ordre des chevaliers de Jérusalem, qui partait faire les croisades, qui était de Montauban. Ils ont ramené ce cépage de Chypre, apparemment, au XIIe siècle, qui a été cultivé autour de Montauban, en Tarn-et-Garonne en 1850, puisque j'ai une vieille carte, il y avait quand même 35 000 hectares de vignes. Il y en a actuellement 2000, pour te donner une idée. Et donc on avait beaucoup de négrette qui étaient cultivées, et elle a migré dans le nord de la Haute-Garonne aussi. C'est pour ça que maintenant, Fronton est sur 2 départements, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. Mais à l'époque, il y avait plus de négrette en Tarn-et-Garonne qu'en Haute-Garonne. Et on cultive ce cépage-là, qui est unique au monde, parce qu'il est quand même assez difficile à cultiver. Il n'aime pas trop la pluie, donc à Bordeaux, il se plairait pas, parce que c'est quand même un pot de chambre, Bordeaux, entre guillemets. Et il ferait trop chaud dans le sud aussi, il a une acidité très très basse, donc il ne se plairait pas, après Castelnaudary, Narbonne, il ne se plairait pas. Donc il s'est bien installé ici, dans cette zone intermédiaire. Dans cette zone intermédiaire. Et il faut savoir que en Tarn-et-Garonne, on a toujours 2000 hectares de vignes, mais 1000 hectares, c'est l'AOC Fronton. Donc voilà, la moitié des vins de Tarn-et-Garonne sont constitués par les AOC Fronton. Alors c'est bien, tu me fais une belle transition, parce que j'allais rebondir sur cette AOC. Alors AOC, c'est l'ancienne dénomination, et il y a 5 ans, ou 10 ans, on est passé en AOP, ouais. Appellation d'origine protégée. Effectivement, donc c'est une AOP qui est ici, donc une appellation d'origine protégée, Fronton. À quoi ça correspond une AOP exactement? Alors une AOP, on a un cahier des charges, on a beaucoup de règles à respecter. En viticulture, au niveau des rendements, au niveau du nombre de bourgeons qu'on va laisser sur la vigne, au niveau de l'intensité du feuillage. On a des contrôles réguliers de Calisude, donc qui est un organisme certificateur. Tous les ans, ils viennent contrôler la vigne, qu'il n'y ait pas trop de pieds manquants. Voilà. On a aussi un cahier des charges à la cave. Il faut qu'il y ait au moins 50% de négrette dans nos assemblages. Et on peut assembler la négrette avec certains cépages, mais pas d'autres. On peut l'assembler avec du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc, du Malbec et de la Syrah. Voilà, donc ça c'est un cahier des charges. Vous allez retrouver une trame commune sur les vins de Fronton. On a un cahier des charges en assemblage, donc 50% de négrette et ensuite de 50 à 100%. Ensuite avec ces cépages nobles dont je viens de citer le nom. Il faut une certaine capacité de cuve aussi pour accueillir la vendange. Les pressoirs doivent être pneumatiques, pas continus. Enfin voilà, on a tout un tas de règles en AOC en AOP pour faire des vins de qualité. On ne peut pas faire 10 tonnes hectare par exemple. C'est limité à 6 tonnes. Voilà. 5000 litres par hectare. D'accord. Donc ça fait l'équivalent de à peu près 7500 bouteilles par hectare.
Alors qu'en IGP ou en vin de France, on peut monter, si on a envie, à 20 000 bouteilles, 30 000 bouteilles, vous pouvez arroser, vous pouvez tout faire. En AOP, on n'a pas le droit d'arroser. C'est l'année qui va faire la qualité du millésime. Si c'est une année très sèche, on aura des vins qui vont monter en degrés. Une année pluvieuse, on aura des petits degrés. Voilà. Donc on a beaucoup plus de variabilité en AOP qu'en IGP. Alors c'est difficile aussi au niveau énologique d'avoir une continuité dans son domaine au niveau de la qualité du vin et tout à fait. On a plus d'hétérogénéité ou on va dire d'effet millésime plutôt, c'est plus joli, en AOP qu'en IGP. On ne retrouve jamais le même goût à chaque année. On ne trouve jamais le même goût chaque année. C'est la découverte. Voilà, c'est ça. Alors qu'en IGP, s'il fait sec, vous arrosez, vous allez avoir le même vin que l'année précédente où ça a été un petit peu plus arrosé, vous voyez. Et qu'est-ce qui fait qu'une région va être en AOP, une autre en IGP ou en vin de France ? Alors, vous pouvez choisir d'être en vin de France dans une région AOP, puisque vous n'êtes pas obligé de vous conforter au cahier des charges de l'AOP. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire du vin de France. Par contre, tous les terroirs ne sont pas AOP. Donc, on peut faire du vin de France partout en France. Vous pouvez en faire dans une région qui n'est pas classée AOP. Et voilà, donc l'AOP est quand même assez restrictif. On a une délimitation géographique. En fronton qui est première terrasse, deuxième terrasse, troisième terrasse. Et moi j'ai des vignes sur toutes les terrasses. Donc j'ai 3 terroirs différents et j'ai une cuvée qui s'appelle les 3 terroirs. Qu'est-ce que tu entends par terrasse ? Alors des terrasses, c'est les terrasses qui ont été façonnées par le Tarn et la Garonne, puisqu'on est entre Tarn et Garonne. Et donc vous avez près du Tarn, on est à 0 d'altitude. Ensuite on a les premières terrasses où les grands fleuves à l'époque qui faisaient 10 km de large ont créé les berges. Donc ils ont érodé, donc première terrasse, deuxième terrasse et troisième terrasse, c'est les coteaux. On a différentes terrasses. Tout cela pour dire que dans chaque terrasse, il y a un sol différent et donc forcément un terroir qui va être différent. C'est ça. Et la négrette est très sensible au terroir. Si elle est cultivée sur un terroir sableux, argileux ou caillouteux, vous allez avoir des arômes complètement différents. Est-ce que tu peux venir représenter un peu plus le domaine, notamment le parcellaire ? Oui, alors parcellaire, on a un parcellaire jusqu'en 2008, on avait un parcellaire très groupé. Baudard en fait était groupé sur une trentaine d'hectares et j'ai souvent grêlé sur cette partie-là. On a grêlé en 99, en 95, en 2003, enfin on a pas mal grêlé. Et en 2008, on a pris la grêle, vraiment ça nous a séché complètement, c'était le plein hiver. Et donc là, c'est là où j'ai décidé d'étendre mon parcellaire un petit peu. À l'époque, on avait des vignerons, mes oncles qui arrêtaient. Donc j'ai racheté un petit peu les vignes de mes oncles. Et du coup, ça a diversifié le parcellaire. Le risque est trop important d'avoir les terres groupées. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut se balader avec les tracteurs et les machines à vendanger. Mais dans la viticulture, c'est quand même assez primordial. Surtout maintenant où on a des orages qui cassent tout. La grêle, c'est des couloirs. C'est rare quand c'est plus d'1 kilomètre de large. Et donc, je grêlerai à une partie et pas d'autre partie. Cette année, par exemple, on a beaucoup de maladies sur des terroirs caillouteux. Parce que la vigne était un petit peu en retard. On a attrapé beaucoup de mildiou. Alors que sur les terroirs sableux, qui étaient plus en avance, on n'a pas de mildiou. Et certaines années, c'est totalement différent. D'accord, je rebondis sur cette thématique-là. Aujourd'hui, vous avez 50 hectares de vignes. Comment tu travailles tes vignes et notamment par rapport à la prévention du mildiou qui est fatale. Donc je rappelle pour les auditeurs, le mildiou c'est un champignon qui se présente sous forme de taches brunes. On le retrouve dans plein de productions différentes comme la tomate, la pomme de terre. Comment tu travailles pour prévenir cette attaque du mildiou ? Alors, on traite en général toujours avant les pluies. Pour protéger la plante, il faut savoir que là actuellement on est à une dizaine de traitements. Donc on peut traiter avec du cuivre, du soufre ou des produits systémiques. Qu'est-ce que tu veux dire par produits systémiques ? Produits systémiques, c'est des produits qui vont pénétrer dans la feuille. C'est pas le bon mot systémique puisque les produits systémiques n'existent plus beaucoup. C'est des produits pénétrants. Donc ils restent dans la feuille, mais s'il pleut, ils vont pas être lessivés. Le cuivre, par exemple, s'il pleut trop, il va être lessivé et c'est là où on va prendre la maladie. Il faut savoir que cette année, si vous avez raté un traitement avant une pluie, vous n'avez pas de raisin. Il faut savoir aussi que les bio traitent plus que les conventionnels, puisqu'à chaque pluie, le cuivre étant lessivé, il va falloir qu'il revienne traiter. On peut être amené à traiter, les bio cette année ont été amenés à traiter 2 fois par semaine. Donc au niveau du bilan carbone, etc., c'est pas le mieux non plus, c'est compliqué. Donc je rebondis sur cette thématique aussi.
Alors, ça fait plus de 20 ans que vous êtes en agriculture raisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Alors le raisonné, c'est-à-dire que s'il vient à faire une période de beau temps, s'il y a un mois de beau temps, on ne va pas traiter la vigne. Il y a des années, on va traiter 4 ou 5 fois. Il faut savoir qu'on traite entre 5 et 10 fois la vigne l'été, donc c'est pas énorme, comparé à d'autres cultures qu'on peut traiter beaucoup plus. Mais le traitement, c'est quand même assez important pour préserver son potentiel de récolte. Pour assurer ta productivité. Mm. Donc ici, vous êtes certifié HVE, donc haute valeur environnementale, depuis combien de temps? Alors on est certifié HVE depuis 2017, c'est-à-dire on met plus d'engrais chimiques, il y a 0 insecticide sur la propriété, on est en confusion sexuelle, et on n'utilise aucun produit CMR. CMR, c'est cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc c'est des produits qui ne sont pas CMR, donc c'est des produits qui sont assez doux et qui vont, comme j'ai dit, qui sont plus systémiques mais qui sont plutôt pénétrants, qui restent dans la feuille et qui, entre guillemets, ne sont pas mauvais pour la santé, quoi. Voilà, puisqu'ils n'ont pas d'étiquetage CMR. D'ailleurs, tous les produits CMR sont retirés progressivement du marché. Donc tu dis notamment que tu n'utilises pas d'insecticides. Ça, c'est un choix personnel, quoi. Hein. Voilà, parce que dans la haute valeur environnementale, on peut très bien utiliser des produits tout à fait. de synthèse voilà, tout qui à ne fait. sont pas interdits, Oui, contrairement au bio, par exemple. Contrairement au bio, c'est ça. Alors, je rebondis sur cette thématique parce que tu as sûrement dû entendre parler de cette polémique récemment, suite à début juillet 2023, une émission qui décriait cette certification haute valeur environnementale en disant que ça faisait fausse concurrence au bio, que c'était un label qui était mensonger par rapport à sa vertu agroécologique qui n'en était pas vraiment une au vu du cahier des charges. Qu'en penses-tu ? Alors moi je regarde pas trop la télé, j'ai pas vu l'émission non plus, mais personnellement, par rapport à mon père qui désherbait les vignes en plein, où tu as vu il y a des fleurs partout dans les vignes, l'herbe elle fait 50 cm de haut, ils utilisaient 5 insecticides par an, nous on en utilise 0, ils avaient des désherbants qui étaient très puissants, maintenant on a presque plus de désherbants, ils avaient des produits systémiques, nous on a que des produits soit de contact, ou on utilise beaucoup de produits de contact, alors qu'à l'époque c'était du systémique, ou du pénétrant, donc j'estime que le HVE nous a fait faire beaucoup de progrès. Maintenant on ne se dit pas bio, hein. Voilà, on ne se dit pas bio. Mais on a des appareils de traitement qui traitent uniquement le feuillage et plus le raisin, puisqu'on peut fermer les buses quand il n'y a plus besoin de traiter les raisins. Donc on se retrouve finalement avec 0, puisque j'ai fait des analyses sur 300 produits, on ne trouve plus rien dans le vin, quoi. Forcément on a fait des progrès. Et donc suite à cette émission, il y a même une pétition qui a été signée pour faire disparaître cette certification HVE. Tu en penses quoi ? Je pense que ce serait dommage parce que moi, mes employés, ils n'étaient pas du tout bio ni HVE et pour les amener un petit peu vers un peu plus de nature, pour leur dire attention, il y a le certificat derrière. Sinon, ils continuent, ils m'auraient décrié, ils m'auraient dit non, on continue à désherber, on continue à mettre des insecticides, c'est beaucoup plus facile. La confusion sexuelle, ça demande beaucoup plus de temps, il faut passer une fois tous les 5 souches, mettre des produits qui vont confuser les papillons, etc. Donc ça prend plus de temps, ça leur demande plus d'efforts, il faut passer plus souvent, et s'il n'y avait pas ce certificat-là, j'aurais aucune pression sur eux pour les amener vers plus de bio, quoi, entre guillemets, vers une culture plus raisonnée. C'est une sorte de contrainte positive, finalement. C'est une contrainte positive, voilà. Mais après, chacun est libre. Je pense que ceux qui achètent HVE, ils ne vont pas acheter du bio. Ceux qui achètent du bio ne vont pas acheter HVE non plus. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux. Hein. Les deux peuvent très bien cohabiter. Cohabiter, ouais. C'est pas, cette année, par exemple, si toute la France avait été bio, il n'y aurait plus du tout de vin. Puisque mes collègues à côté, je peux vous dire qu'ils n'ont pas un seul raisin, il ne reste pas un seul raisin dans la vigne. On a beaucoup de vignobles qui vont s'arracher et travailler toute l'année pour ne pas avoir de raisin. Ils ont traité pourtant 2 fois plus que nous. Si on était tous en bio, il n'y aurait déjà pas de vin et vous alliez payer 20 €, 25 € la bouteille. Il n'y a plus personne qui pourrait boire du vin tellement il n'y aurait plus de vin, quoi. Ça serait une denrée rare. Donc à un moment donné, il faut de la place pour tout le monde. Alors ici, Château Bodard, c'est un vin qui est assez qualitatif et reconnu et qui a eu le privilège d'être plusieurs fois médaillé au concours général agricole au Salon international de l'agriculture à Paris. Vous en avez eu combien ? Alors je crois qu'on a eu, depuis 1982, 20 médailles d'or. D'accord. Médaille d'or à chaque fois. Médaille d'or. Alors on a eu des médailles d'argent aussi, pas mal, peut-être une dizaine, et quelques médailles de bronze. Vous les avez toutes là affichées sur la cuve. Ah oui, je les vois à ma gauche, effectivement.
Alors j'ai mis les argents, les ors, et puis je crois qu'il manque 2022, il manque 2023, oui, j'ai pas fait 2023. On a eu la médaille d'or, alors là on a eu 3 médailles d'or coup sur coup, pour le millésime 2020, 2019, là que vous voyez qui est médaille d'or, le secret des anges. D'accord. Pour expliquer aux auditeurs, je suis dans la cave au milieu de bouteilles, donc c'est plus facile et c'est plus visuel surtout. Voilà. On a le son avec. Alors comment ça se passe pour se présenter au Salon de l'Agriculture et présenter son vin pour essayer de gagner une médaille? Alors donc au mois de décembre, on monte un petit dossier pour demander au syndicat des vins de la Hauts-Fronton, puisque c'est eux qui gèrent les inscriptions. Ils mandatent une personne qui vient prélever le vin ici directement sur votre exploitation. S'il est en bouteille, ils prennent les bouteilles. S'il est en cuve, ils le prélèvent en cuve. Il y a une partie qui est... donc tous ces vins vont être dégustés au syndicat début février. Et il n'y en a que la moitié qui vont monter à Paris, c'est-à-dire les meilleurs. On ne va pas tout envoyer parce qu'à Paris, ça leur ferait trop de travail. Et ensuite, à Paris, c'est dégusté par 4 personnes en général. Ça se passe fin février. Et à l'issue de cette dégustation, ils donnent les palmes d'or ou d'argent aux vins qui ont été médaillés. Voilà. Ça a un coût quand même, je crois que c'est 90 € par vin. Donc on ne peut pas présenter non plus des vins si on estime qu'ils ne sont pas au niveau, parce que de toute façon, ils n'arriveront pas. Il faut vraiment que votre vin soit exceptionnel pour le présenter. Parce que sinon, les autres vous passent devant et vous avez grillé 90 € pour rien. Ça reste raisonnable, mais c'est quand même un peu cher. Quand vous pensez au concours des vins du Sud-Ouest, par exemple, qui a lieu à Toulouse, c'est 45 € l'inscription. Le concours des vins de Mâcon aussi, qui est un très très bon concours, c'est 45 € d'inscription. Mais il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir de triche, parce que à chaque fois, vous envoyez l'analyse du vin avec les vins. Et quand vous mettez la médaille, forcément, si vous avez un contrôle de la DGCCRF, il faut que votre analyse corresponde à celle que vous avez envoyée au concours. Bien sûr. Les concours sont en général assez représentatifs. Si vous achetez un vin qui est médaillé, c'est rare s'il ne va pas être pas bon. Quelles sont les retombées économiques quand tu as une médaille comme celle-ci ? Alors pour nous, c'est assez important, puisqu'on vend beaucoup dans des petites épiceries. On a 3000 magasins en France qui nous distribuent, et donc on ne peut pas être derrière chaque barrique et chaque... voilà une commande qui tombe. On ne peut pas être derrière chaque barrique et expliquer à chaque consommateur que notre vin est bon. Alors donc la médaille, c'est un gage de qualité. Pour les foires au vin, si vous voulez être sélectionné en foire au vin chez Carrefour, Intermarché ou une autre enseigne, il vaut mieux avoir une petite médaille aussi, parce que pour eux, c'est quand même un gage de qualité. C'est un atout, effectivement. Est-ce que ça a une valeur ajoutée au niveau de l'export ? Oui, ça peut avoir une valeur ajoutée au niveau de l'export, oui. Un vin médaillé se vendra toujours mieux à l'export qu'un vin non médaillé. Même si c'est, on va dire, un concours qui est français ? Alors, c'est mieux que ce soit un concours. Par exemple, si vous voulez vendre en Angleterre, c'est mieux que ce soit International Wine Challenge, par exemple, qui est fait à Londres. L'anglais, il a plus confiance à ça qu'au salon, au concours des vins du Sud-Ouest qu'il ne va pas connaître. Et aujourd'hui, effectivement, tu me parles beaucoup de l'Angleterre parce que vous exportez beaucoup là-bas, notamment du fait que ta femme est anglaise. C'est ça. À l'époque, quand j'étais en Angleterre en 94-95, comme je te disais en préambule, j'avais beaucoup démarché. Et on exportait beaucoup là-bas. On exportait à Londres, on avait London Wine Company, on avait Oxford Wine aussi, on en avait un à Avery's of Bristol qui était à Bristol, à Dorchester aussi, j'avais un acheteur, à Édimbourg, Alexander Wines. Donc on avait tous ces acheteurs, mais qu'on a perdu maintenant. Parce qu'en fait, on a aussi beaucoup retravaillé. On avait pas mal d'IGP à l'époque, donc qui étaient vendus moins cher que les AOP. Et moi, mon souhait, c'était quand même d'exprimer dans mes vins le terroir de Fronton. On a beaucoup réorienté vers les AOP, c'est devenu un peu plus cher, et l'anglais n'ayant pas trop les moyens et étant habitué à des vins pas trop chers venant d'Afrique du Sud, d'Angleterre ou d'Australie, on a perdu pas mal des marchés en réorientant vers l'AOP, quoi. Parce que l'anglais, en fait, l'IGP ou l'AOP, tant que c'est du vin, voilà, ou même vin de France, voilà. Forcément, voilà. ils n'ont pas du tout les mêmes critères, ils n'ont savent pas les ce mêmes que ça critères. représente. Ouais. Le français, il y a beaucoup de gens qui habitent à Toulouse, qui ont été sensibilisés à Fronton, et que même quand ils habitent à Paris, ils veulent un Fronton. Ils ne veulent pas un IGP, ce qu'ils savent. Comté-Tolosan. Alors ici, on fait de l'IGP Comté-Tolosan, c'est super large. Ça va de Narbonne à Biarritz, jusqu'à Bordeaux, en passant par Duras. C'est une zone géographique donc beaucoup plus large. Très très large, ouais. Il y a moins ce critère terroir. Quelle est la période la plus préoccupante pour toi dans l'année ? C'est la période qui vient de s'écouler, là, c'est le mois de juin. Parce que c'est la période où on joue à qui tout double. S'il faut traiter la vigne le samedi, le dimanche, il faut la traiter. On a les employés qui ne sont pas forcément là, donc c'est le patron qui doit s'y coller, entre guillemets.
Et le raisin est très très fragile quand il est petit, il fleurit, il faut savoir que le raisin fleurit au mois de juin, et il faut le protéger du mildiou, du black rot, de la cicadelle verte, de la cicadelle de la flavescence. De toutes les maladies finalement. Voilà. Et faire du vin sans traitement, c'est utopique. C'est utopique. D'ailleurs, les gens qui ont des souches de vigne chez eux et qui ne les traitent pas, c'est 1 année sur 5 qui vont avoir quelques grappes de raisin. Mais la plupart du temps, ils n'auront pas de grappes de raisin. Parce que ces maladies-là ont été importées dans les années 1850. Et donc les vignes françaises, donc le merlot, etc., la négrette, n'étaient pas habituées à ce champignon-là. C'est un champignon qui décime tout. Ça décime tout. Il suffit que vous ne soyez pas couvert à une pluie, une seule dans l'été, sachant que là, on a eu à peu près 18 fois de la pluie depuis le 1er avril. 1er avril, les vignes commencent à pousser jusqu'à fin août. Et donc, il faut les protéger. C'est vrai qu'ici, en tout cas dans la région Tarn et Garonnaise, voire même plus largement en Occitanie, on a vraiment eu un mois de juin très particulier, très chaud et très lourd en journée, et avec des nuits orageuses. C'est ça. Donc, à risque pour toi ? À risque pour nous, oui, avec des températures supérieures à 20 degrés, donc on appelle ça des nuits tropicales, ils appellent ça, météo. Et nuit tropicale, c'est très très bon pour le mildiou. Et le black rot aussi, qui est un champignon qui est encore plus vicieux que le mildiou. D'accord. Finalement, comment s'annoncent les vendanges cette année ? Très, très belle chez nous, à part quelques cépages qu'on décrochait, comme on a vu là tout à l'heure le merlot, où on a perdu 80% de la récolte. Oui. C'est un cépage qui est très sensible, malgré les traitements, on n'a pas réussi à le tenir. La maladie nous a pris ensuite entre 10 et 20% de la récolte, donc ça fera des vins plutôt concentrés, plutôt une petite récolte. Si on arrive au bout qu'on n'a pas de grêle et qu'il ne pleut pas jusqu'après la récolte, on aura une très très belle récolte à Baudard. À côté, j'ai des doutes, parce que les feuilles sont très entamées chez certains collègues. On a certains collègues aussi qui sont en manque d'argent pour tailler les vignes, et donc ils n'ont pas taillé les vignes cette année, ou ils ont pré-taillé, on va dire, de façon rapide. Ils n'auront pas de qualité, quoi. Donc il y a quand même, en Tarn-et-Garonne, il y a des problèmes de vente, et donc les vignerons ont des soucis d'argent, et ils ne peuvent pas faire tous les travaux qu'il faudrait faire à la vigne. Et donc des années difficiles comme cette année, ça se ressent sur la récolte et sur la qualité de la récolte. Bon, en tout cas, j'ai hâte de goûter alors le vin Baudard de la prochaine voilà, saison. Il faudra venir, on a du vin nouveau qu'on vend en vrac d'ailleurs encore, on a gardé cette tradition, comme vous voyez les cuves. Et à partir du 1er novembre, en général, on a le vin nouveau qu'on met à la vente. C'est dans pas longtemps. Effectivement. Alors David, on arrive à la fin de cet entretien et j'ai toujours une question à la fin, la question classique. Si tu avais un message à envoyer aux auditeurs, quel écho voudrais-tu leur laisser ? Eh bien, je leur dirais que 2 verres de vin par jour, c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de resveratrol, qui est un antioxydant. Mon père, il a 80 ans, il boit 2 verres de vin à tous les repas. Et il peut faire encore des journées de 10 heures en plein soleil et il n'a pas de problème de santé, aucun. Et moi-même, je bois du vin, je suis en forme, je ne suis pas stressé. Pourtant, je pourrais l'être. Et c'est un fort déstressant, ça c'est sûr. Le soir, en arrivant, un petit verre de vin rouge. Alors, le vin rouge est meilleur pour la santé que le vin blanc. Bon, à consommer avec modération, toujours, quand même. Voilà, 2 verres par jour, c'est très bien. Merci David pour ton accueil sur ton domaine, cet échange, et je te dis à bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci à toi. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.